qu'on a véritablement en Europe de quoi s'offrir le luxe d'une opération de sanctions économiques? La réponse est non. La réponse est non. Oui, probablement. J'aimerais rebondir sur un ou deux points. Sur le côté impuissance, je partage qu'à moitié. Il n'y a pas une impuissance, il y a une volonté très claire de toute une partie des bureaucrates de Bruxelles d'aller détacher l'Ukraine. Ça a été fait sciemment d'aller faire un accord de partenariat et d'association et de libre-échange avec l'Ukraine. Je rappelle qu'en Ukraine, attendez, l'accord, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. L'accord, il allait être signé à Vilnius fin novembre. Oui, enfin... Attendez, c'est pas enfin. Faut savoir aussi au niveau du libre-échange avec l'Ukraine, le salaire minimal ukrainien, c'est 30% de moins qu'un salaire chinois. Et le salaire moyen, c'est à peu près du même ordre d'idée. Alors faire du libre-échange dans ces conditions-là, il faudrait aussi qu'on demande l'avis aux Européens pour savoir s'ils sont d'accord. Deuxième point, c'est une volonté farouche d'une partie de la Commission d'élargir à outrance l'Union européenne. Ils veulent l'Ukraine, on est en train de négocier avec la Géorgie, traité d'association avec la Géorgie. Je ne sais pas s'ils vont faire l'Afghanistan d'ici 5 ans, mais enfin, c'est quand même délirant. Et la différence entre Bruxelles et le TGV, j'ai envie de dire, pour reprendre ce qu'a dit Herman Van Rompuy, c'est que quand le TGV déraille, au moins il finit par s'arrêter. Ce que ne fait absolument pas Bruxelles. Et c'est extrêmement inquiétant. Je ne sais pas si je peux montrer quelque chose à l'écran. J'espère qu'on va le voir. Oui, pour ceux qui nous voient à la télévision. Oui, je vais décrire pour les autres. C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne? On a un gouvernement putschiste, allez, la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y avait plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. Donc vraiment, il y a eu une espèce de coup d'État là-dedans. Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. Moi, c'est sûr que je comprends un petit peu les Russes. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie. On a un peu tendance à l'oublier. C'est sûr qu'ils sont un petit peu sensibles sur la question. Au lieu d'avoir une attitude équilibrée là-dedans, comme le demande Kissinger, comme le demande Hélène Carrère-Dancos il y a encore quelques jours sur BFM, comme le demande Hubert Védrine, c'est-à-dire quelle est la position de l'Ukraine quand on regarde un petit peu, c'est un pays extrêmement éclaté à l'intérieur. Il y a l'Ouest qui est vraiment pro-occidental. Malheureusement, les néo-nazis sont aussi dans cette partie-là. Il y a l'Est qui est pro-russe. Évidemment que la solution d'équilibre, c'est de dire que ce pays-là doit être, entre guillemets, finlandisé, doit rester neutre et doit absolument pas intégrer un camp ou l'autre, ou en tout cas, il doit y avoir des discussions en commun sur ce sujet-là. Est-ce qu'on fait ça? Pas du tout. Qu'a dit Catherine Ashton? Qu'on allait dardard signer avec ce gouvernement totalement illégitime un accord d'association avec l'Union européenne sans demander aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent. Mais on est en plein délire. Est-ce qu'ils ont décidé de fêter le centenaire de 1914 en nous foutant de nouveau le feu en Europe? Parce qu'en Ukraine, il y a ce qu'il faut pour faire une nouvelle Yougoslavie quand même. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus vaste d'Europe, et ils ont quand même 50 millions d'habitants. On agit là-dedans avec une... sans voir toutes les conséquences terrifiantes qu'il y a là-dessus. J'ai pas envie, moi, d'arriver à montrer que l'Europe, c'est la guerre maintenant. Et malheureusement, si on n'arrête pas cette frange intégriste à Bruxelles, si les gouvernements, et là je vous rejoins, les gouvernements doivent reprendre la main là-dessus pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre là-dedans et de ne pas mettre le feu aux poudres. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que derrière maintenant, il y ait le feu en Ukraine de l'Est.